Une fois que nous avons vu le soleil du Grand Est dans tout son éclat, nous pouvons commencer à cultiver la non-agression. En général, nous essayons de tirer avantage de notre monde, de le traire ou de l'abattre. Notre attitude envers le monde correspond précisément à celle que nous adoptons envers les vaches. Nous leur enlevons leurs petits veaux et nous trayons les mères pour leur lait, pour faire du beurre, à condition qu'elles durent assez longtemps. Et si elles ne produisent plus rien, ou même s'il semble qu'elles ne donneront plus de lait, nous les abattons pour les manger. C'est une expression d'agression, une version soleil couchant de la manière dont nous envisageons notre monde et notre art. Quand un travail artistique est amusant et productif, nous le poursuivons, mais quand il ne l'est pas, nous abandonnons la partie pour passer à quelque chose de tout à fait différent. Je dirais donc que la non-agression est très importante. Quand on est tendu, on est agressif. On est alors tellement mécontent de soi-même, de son monde et de son travail qu'on finit par trouver que rien n'a plus aucune valeur. Tout au moins, on trouve que certaines choses sont sans valeur, tandis que d'autres en ont un peu. Quand quelque chose de négatif arrive, on s'y attarde tellement et on en fait une question si personnelle qu'on devient agressif et crispé. Au fond, on peut dire sans risque de se tromper que l'agression rend sourd et aveugle, au point où il est impossible de produire un travail artistique, ni rien d'autre d'ailleurs. Impossible de mener sa vie. L'agression rend muet comme une carpe, on devient légume. L'agression pourrait bien donner une œuvre soi-disant extraordinaire, mais l'art créé ainsi pollue le monde au lieu de produire quelque chose de rafraîchissant et de sain. L'art dharma vise à surmonter l'agression. Selon la tradition bouddhiste du Vajrayana, il est impossible de bien fonctionner lorsque notre esprit est obsédé par l'agression. En revanche, l'esprit préoccupé par la passion offre des possibilités. Le talent artistique est en fait relié, en quelque sorte, à la passion. La curiosité est précisément le contraire de l'agression. Elle entre en jeu quand on cherche à explorer chaque recoin et à découvrir toutes les possibilités qu'offre une situation. L'expérience, ce qu'on a vu ou entendu, éveille tant de curiosité qu'on commence à oublier l'agression. Immédiatement, l'esprit s'apaise, séduit par une passion plus grande.
Quand on se sent passionné, on commence à aimer le monde, à être attiré par certaines choses. C'est bien. L'attirance entraîne bien sûr la possessivité et une certaine territorialité qui vient plus tard. Mais la passion pure et simple, sans glace, sans eau ni soda, c'est bon, ça se laisse boire, c'est nourrissant aussi, on peut en vivre. Heureusement que nous sommes passionnés, que nous ne sommes pas faits seulement d'agression. C'est ce qui nous rachète, c'est fantastique. Sans passion, nous ne pouvons rien expérimenter, ni travailler sur quoi que ce soit. L'agression, au contraire, nous rend hostiles à nous-mêmes. Elle rend dogmatiques, comme si nous étions les seuls à avoir raison, ou alors elle nous met en rogne, car nous pensons que quelqu'un veut nous détruire. C'est lamentable. Elle empêche de voir la bonté primordiale. Cette bonté se compare à une composition florale avec ses propres contrastes, son harmonie inhérente. L'équilibre est parfait, à la fois invitant et intrépide. On pourrait dire qu'une composition de ce genre est un produit de la bonté primordiale. Elle se tient d'elle-même, sans préméditation. Elle arrive instantanément, la bonté fondamentale. Cette bonté allie les qualités du ciel, de la terre et de l'être humain. La bonté primordiale du ciel, celle de l'être humain et celle de la terre sont toutes présentes en même temps. Cette bonté renferme la générosité et le courage. Il y a aussi l'idée que tout est circulaire. Cela rappelle le principe du mandala où chaque élément distinct fonctionne avec tous les autres, ce qui explique pourquoi tout s'harmonise si bien. Et nous commençons à nous sentir bien, nous aussi, à sentir que cette bonté existe en nous. Nous n'avons donc pas peur de notre monde et il ne nous déprime pas. Nous sommes si bien dans notre peau. Nous aimons notre art et les idées ne manquent pas. Certains se forcent même pour en faire jaillir, comme s'ils souffraient de constipation. Bien assis sur le siège des cabinets, ils jettent de temps à autre un coup d'œil sur le papier hygiénique et souhaitent que quelque chose en sorte. Quand un artiste en est réduit à ça, le résultat est très humble, très technique. Il s'en remet constamment à des détails techniques, essayant d'en retirer quelque chose. Mais c'est loin de le réjouir. Ce dont je parle ici est aux antipodes de ça. Il ne s'agit pas de provoquer une diarrhée, mais de laisser passer librement un certain courant où on trouve la confiance d'inventer des idées. Au départ, il se peut qu'on n'ait pas la moindre idée et que l'inspiration arrive à mi-chemin. Si aucune idée ne surgit à mi-chemin, ou si on a l'impression d'être à court d'inspiration, il est bon de faire une pause. Presque comme si on était prêt à tout laisser tomber.
C'est alors que le soleil du Grand Est se lève dans notre esprit. Ce n'est pas qu'une idée. Il se produit vraiment quelque chose dans notre état d'esprit. La bonté primordiale est liée à la générosité et à un sentiment de confiance en soi-même. Quand ce sentiment s'exprime, il donne naissance à l'harmonie. Sans confiance, il n'y a pas d'harmonie. C'est très beau de dire que tout est en harmonie et qu'il faut travailler avec ça. Mais dire que quelque chose doit être fait quand personne ne s'y met, c'est parler pour la forme. Cela me rappelle certaines conférences de religieux auxquelles j'ai assisté. La première était une conférence sur l'harmonie tenue à New Delhi, à l'époque où je vivais en Inde. Puis j'ai participé à des petites rencontres du même genre en Californie. On y invitait des rabbins, des bhikshus, des prêtres, toute la bande. Tout ce beau monde parlait d'harmonie, sans en trouver aucune sur le champ. Même si tous s'exprimaient sur l'harmonie, ça ne donnait rien du tout. Rien ne se passait, absolument rien. Les gens venaient à la conférence et la quittaient dans le même état. Sauf qu'ils rentraient chez eux en disant « Nous avons participé à une conférence sur l'harmonie et, par conséquent, notre organisation en sort grandie. » Mais comment est-ce possible ? C'est très triste. Dans ces conditions, on n'est pas loin du soleil couchant. Le soleil couchant, tout ce qu'il y a de plus primitif. L'harmonie doit être mise en rapport avec un certain sentiment d'abondance et de richesse. C'est un aspect de l'harmonie. L'autre, c'est un sentiment d'espace et d'ouverture. Le côté luxuriant a presque les qualités d'une mère juive. L'ouverture et l'espace font penser à ces foyers japonais où le décor est minimaliste. Pas de gros meubles, pas de divan victorien, seulement des nattes en osier. Pour dormir, on se contente d'un morceau de bois ou même d'une pierre en guise d'oreiller. L'harmonie véritable pourrait donc ressembler au mariage commode de la maison juive et de la maison japonaise. En principe, on pourrait dire que c'est ça, un foyer Shambhala ou un foyer Soleil du Grand Est. Et le même type d'harmonie pourrait s'appliquer tout aussi bien à notre travail artistique. Quand cette harmonie règne pleinement, elle rend joyeux pour une raison très simple. On ne se débat pas pour la faire exister. C'est aussi une façon de créer la société éveillée qui n'existe qu'avec ce sens de l'harmonie et de la curiosité et de tous les autres points dont nous venons de parler. Nous avons le devoir de créer une société éveillée grâce à des œuvres d'art et à notre santé mentale. Il va sans dire que la méditation est une pratique de grande importance. Je m'incline donc au nom du ciel, de la terre et de l'être humain.